J'appelle à la tribune Gaël Parins. Alexandra Bat, qui est secrétaire générale du bureau d'études Exol, sera avec nous par visioconférence. En visio. J'appelle également Eric Hector, management des actifs d'Enes, une régie locale en Moselle. Et également Rim El Arjoun et Vincent de Griève. Je vous invite à venir me rejoindre à la tribune. Où vous avez la zapette pour faire passer. Gaël n'a pas. Mais, oui, non, mais voilà, Gaël, vous pouvez prendre le micro. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. On va donc poursuivre cette plénière avec une première partie qui sera dédiée au retour d'expérience. On va commencer avec vous, Gaël Parins, mais on va commencer surtout avec une vidéo. Donc, on va d'abord passer la vidéo. Vous voulez dire un mot peut-être avant? Oui. Allez-y, Gaël Parins. Voilà, il faut que je dise un mot quand même sur cette vidéo. Donc, j'appartiens à la Fédération française du bâtiment et à l'UNGCCP, c'est un peu lourd à dire, mais bon, en fait, c'est plombier, chauffagiste de la Fédération française du bâtiment, pour faire simple. L'acronyme, c'est Union des métiers génie climatique, couverture et plomberie. Oui, mais c'est Voilà. un peu stalinien, quoi. Oh, Hein. bah, j'ai rien dit. Mais je suis le premier à le dire. Hein. Okay. Voilà. Bon, c'était d'accord. Donc ça, on a fait un congrès le 24 mars à Nice. Et donc le bureau a décidé de parler des énergies renouvelables. Et ils ont financé le film que vous allez voir, où vous allez me voir en action et les installations que je fais couramment. Voilà, je vous remercie pour que vous compreniez le film. Donc on y va, on envoie la vidéo. Merci la régie. Je vous présente une installation solaire combinée de 25 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. Nous avons un ballon stockage de 1000 litres derrière, un ballon sanitaire de 800 litres et avec une particularité de 2 appoints sur cette installation. Un petit appoint électrique de 6 kW, une boucle d'eau chaude et une chaudière à granulés. Là, donc, nous avons le coffret avec la batterie virtuelle. Ici, nous avons le régulateur MG3 qui est un compteur, tout simplement, comme le compteur Linky qui est à côté, et qui envoie des données via ce modem qui est ici. Donc, on s'aperçoit que cette maison consomme très peu d'électricité et ce monsieur roule avec une voiture hybride rechargeable. On avait une chaudière à fioul avant, avec un poêle à bois en complément. Mais en fait, la cheminée, c'était notre source principale parce que bon, on ne voulait pas trop consommer. Donc on était à 1500 litres de fuel par an et à peu près 12 à 15 stères par an. On avait froid en fait dans la maison parce qu'elle perdait beaucoup aussi. Aujourd'hui, on a 15% de bois consommé par rapport à ce que je consommais avant et je suis à 3,5 tonnes de granulés. Voilà. Donc ce qui va faire avec l'isolation, on espère descendre à 1,5 tonne, donc une économie assez importante, on va dire. Son coût d'exploitation réel maintenant est à peu près de 800 € chauffage et électricité compris. Donc il a divisé sa consommation par 4 grâce aux énergies renouvelables. Voilà, petite précision, c'est que dans cette maison, quand on avait tourné le film, mes confrères venaient juste de changer les fenêtres, donc on avait fini l'hiver. Et on avait à peu près 60 mètres carrés avec une isolation d'une briquette. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a fini il y a 3 jours l'isolation. Donc on va baisser énormément la pointe, ce qui sera bien. Donc il y a l'énergie renouvelable et il y a les études de calcul transversaux du bâti aussi à faire et traiter les points qui sont complètement négatifs, quoi. Et là
on parle des retours d'expérience, Gaël Parens. Oui, non, Alors, je ne savais pas si elle était globalement, passée. Hein. Allons-y. Je me La méfie, vidéo est hein, passée. tu il y a me plus- laisses. Allez-y. Je peux te faire 2 heures. Hein. Oui, alors le retour d'expérience maintenant que j'ai sur à peu près des combinés, je dois en avoir une trentaine en Solissart. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut s'amuser à faire des choses un peu correctes, quoi. 2 zones d'émetteurs, 2 appoints, gaz, bois, fuel en même temps, chauffage de piscine. On peut gérer à distance et on peut améliorer les performances. L'installation, moi, quand je vends une installation, je finis la livraison 2 ans après, pratiquement. Évidemment, ils me payent, ils me règlent, on fait une attestation, facture, mais on s'aperçoit que quand on optimise les réglages, on gagne quand même des fois 10%. Alors, c'est pour s'amuser, parce que j'ai un client qui s'appelle Monsieur Lecouf, 10% qu'il a gagné 10 sacs de granulés, c'est pas pour le prix, c'est juste pour le fun. Mais on s'aperçoit qu'on peut y arriver, et surtout on maintient une sécurité que s'il y a un clapet qui ne va pas, qu'on n'a pas vu, qu'il y a des retours, on le voit toujours avec notre diag. Ça, c'est le très gros avantage d'avoir une intelligence qui se balade toutes les nuits et qui nous envoie des mails pour nous dire ça va ou ça va pas, ou quelle alarme, ou ceci. Donc on est au courant avant le client qu'il a un défaut sur son installation. Donc c'est relativement pratique pour les techniciens, c'est pratique pour nous, et au niveau du sérieux et de notoriété, c'est encore mieux. Parce que moi, quand je fais une installation, c'est l'étude du bâti, le comportement des clients à analyser, le comportement estimatif après le chantier, parce que souvent, chez des clients, ils sont à 17, 18, et ils vous disent non, je ne chaufferai pas plus de 19. Non, non, ils sont entre 23 et 25. Bon, ils ont payé, ils se disent on ne voit pas le compteur tourner, donc on y va. Mais ça, c'est vrai que ça existe, c'est psychologique, c'est normal. Si je prends les hommes, quand on achète une jolie voiture qui a des chevaux, dites-moi, on respecte vraiment le 30 km/h, le 50 km et 110 km. Hein, on ne dépasse jamais les vitesses. C'est faux, on le fait. Donc c'est humain, mais il faut qu'on en tenir compte dans une maison, c'est pareil. On a des gens qui habitent dans une maison. Elle n'est pas immobile, cette maison. Il y a des gens. On oublie les gens. Mais ça, c'est un facteur très important. Donc quand on a tout bouclé et qu'on fait un suivi comme ça, ça a un double avantage. Le client est satisfait, on a une relation avec le client il a un entourage, il nous envoie d'autres clients forcément. Hein. Quand au bout d'un an, quand il invite des gens chez lui ou de la famille, au début, il dit oh, tu t'es fait avoir, c'était très cher, du solaire, mon Dieu, t'es sûr que ça marchait? Et en général, 1 an et demi après, ils viennent nous voir au bureau. Vous pourrez faire la même chose? Vous êtes sûr qu'on va avoir la même chose? Bien sûr. Voilà, ça se déroule comme ça. Le bouche à oreille. Mais grâce au suivi et au contact permanent. Voilà, et c'est le bouche à oreille. Alors, il y a le bouche à oreille là, il y a le bouche à oreille numérique aussi qui joue. Parce que ces clients-là, il ne faut pas oublier de leur demander des avis aussi sur Internet. Ça joue énormément. Quand je dis énormément, c'est... Allez, je suis passé depuis qu'il y a un petit engouement sur les énergies renouvelables. On tournait bien en 2021, 2020. On était à 5 contacts par semaine. On est juste passé à 10, 15 contacts jour. Moi, je suis arrivé à dire ah non, désolé, vous êtes à plus d'un quart d'heure du bureau, je ne viens pas. Donc voilà, ça en était là. Sauf pour des clients de clients. Mais voilà, et on a des contacts qui sont énormes. Et des résultats et des taux de transformation qui sont énormes. C'est pas convenable que je dise les taux de progression. C'est inimaginable. Même moi, je suis étonné. Et est-ce que vous croisez, vous, alors, pas parler de votre concurrence, mais est-ce que vous voyez des malfaçons encore, des contre-référencements encore, des contre-références? Alors, ça dépend à quel point. Si c'est au point local, j'en vois pas. Parce que j'ai des confrères qui se méfient. Si je tombe dessus, il y a des audits. Donc ça, depuis 8 ans, j'ai pas de contre-référence. Ou j'ai des contre-références de Parisiens qui sous-traitent. Vous savez, vous êtes contacté par Internet, le truc, et qui sous-traitent là-dessus. Bon, ça c'est d'autres problèmes. Mais moi, j'ai pas de contre-référence. Alors, je vais changer de casquette. Je vais prendre la casquette président d'instance qualité-nerf et réclamation. Je m'excuse, de tête, là,
En 2 ans, là, j'ai pas de dossier solaire qui sont revenus thermiques avec des défauts depuis 5-6 ans. Je sais pas, il y en a d'autres, Valérie, toi qui assises de temps en temps, est-ce que tu te rappelles, en cherchant bien, sur le solaire, j'en ai pas. J'en ai pas. Même le photovoltaïque, j'en ai plus. Je ne sais pas ce que c'est un dossier de réclamation sur ce sujet-là. Donc, des malfaçons, oui, il y en a eu il y a quelques années, on a appris, mais bon. Maintenant, la formation et la rigueur, et je veux dire, ceux qui sont là inscrits, c'est des gens qui savent travailler des historiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Ça peut être un problème peut-être relationnel, commercial avec le client, ou de mauvaise foi, mais même ça, on n'en a pas. Donc, je ne vais pas dire ce que j'ai vu. Je vais changer de sujet un peu. Votre retour d'expérience dans le contact avec les ABF, par exemple. Ah, je ne dis pas ça pour vous agacer, hein, mais... Ah là là, ah là là. Alors, les ABF. Pour... Alors, c'est le deuxième chantier qu'il va falloir entamer relativement vite parce que on est bloqué tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce qui travaille à côté de jolis monuments, en ville, où il y a des beaux quartiers, des belles maisons, c'est là où ils consomment le plus d'énergie. Donc, c'est les premiers qui nous contactent. Mais alors, on peut avoir des ABF bien. Ça, c'était avant, je dirais. Parce que nous, il a changé. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, on a un blocage. Il va falloir régler ce problème. C'est vraiment un frein sur le solaire. Ou alors, c'est simple, on va avoir des immeubles en ville, on va avoir des belles maisons qui ne seront plus occupées parce que trop cher à chauffer. Parce que on a quand même des bâtisses, enfin, je ne suis pas Paris, hein, mais à Pau, de belles maisons, c'est 300 mètres carrés, quoi, hein, à peu près. Donc 300 mètres carrés, pas très bien isolés, vous ne pouvez pas isoler, vous ne pouvez pas mettre des ENR, à des coûts de chauffage de 8 000 ou 9 000 euros moins. Oui, non, par an, excusez-moi, par an, mais c'est 800 euros par mois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passait quand l'énergie n'était pas chère, mais là, on est à la limite haute, et les gens se posent des questions. Alors je leur dis, mais vous allez voir d'abord la mairie et les ABF. Bon, en plus, l'avantage, je suis un peu taquin, ils connaissent, c'est des notaires ou des docteurs, ils connaissent très bien le maire. Je dis, mais allez voir Bayrou, allez-y, Lagasse. Ils y vont. Et alors, ils sont révoltés. Et ça pose des problèmes. Mais il va falloir qu'on mette une règle, parce qu'il va falloir choisir. C'est pas possible. Et la France, on n'a que des monuments historiques dans les villes. Alors, comment on fait? Comment on fait? Si vous avez une solution, moi, je suis preneur. Hein. Mais moi, j'en vois pas. Hein. Hein vous avez des solutions dans la salle Manifestement, ça ne sert à rien, on ne vous entend pas si vous n'avez pas le micro, mais je vois que personne n'a de solution. Et tout le monde est effondré, Galparins. Les réseaux de chaleur, donc. Voilà. Oui, mais des réseaux de chaleur, on ne peut pas les mettre pour des maisons individuelles. Ça coûte cher. Ah ben oui. Ah, voilà. D'accord. Moi, je suis pour. Donc voilà, il faut que ce soit un sujet au niveau de la FEB, on va s'en occuper. Enerplan, on va sûrement prendre aussi le sujet, hein, Richard, et on va essayer de trouver des compromis. Mais parce qu'autrement, on va avoir des centres-villes qui sont morts. Mais là où je me marre le plus, c'est que la dernière fois, j'étais aux 50 ans du CFA de Pau, j'avais l'adjoint au maire qui s'occupe donc de la formation. Et lui, il a un appartement qui est un peu ancien, il répond plus, le locataire s'en va, il répond plus aux normes, mais il ne peut pas l'améliorer parce qu'il a les ABF, il ne peut même pas faire un trou dans le mur pour mettre un thermodynamique. Enfin, il est coincé, donc il va être inlouable. Voilà, ça commence. Donc on va avoir des immeubles en ville inlouables dans 10 ans. C'est pas mal quand même. Ouais, il faut trouver une solution. On vous l'accorde. Merci beaucoup, Gaël. Attends, Laetitia a une idée. Ah, Laetitia, attends, Laura, est-ce que vous pouvez amener le micro à Laetitia? C'est des gens nous écoutent via YouTube et on ne vous entend pas. Merci. Laetitia Brottier. C'était juste pour vous dire la position d'Enerplan sur ce sujet qu'on a bien en tête. Ouais. C'est de demander, et parce que c'est aussi le cas pour le photovoltaïque, c'est pas que le solaire thermique qui a les problèmes d'ABF, malheureusement, c'est de demander un droit au solaire pour les petites puissances. Donc d'avoir une interdiction d'interdire, voilà notre positionnement aujourd'hui. Donc on espère qu'il sera entendu. C'est en gros petite puissance, c'est quoi? C'est 3 kilos, c'est ça? Ouais. Je ne veux pas racaler avec l'administration et finir et clôturer le débat aujourd'hui, mais c'est vraiment peut-être ce détail-là qu'il faut finaliser. Okay. Oui.
Parce que moi, je ne fais pas de différence entre le solaire thermique et le photovoltaïque. Il y a du solaire et il y a des besoins. Et on utilise ce qu'il faut. Point. C'est la même chose pour moi. Merci beaucoup, Gaël Parens. On va enchaîner avec Alexandra Ball, secrétaire générale du bureau d'études Texol, qui doit être en visio avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Alexandra Ball? On ne vous voit pas. Tout à fait, Jean-Louis. Bonjour à tous. Je vous entends et je vous vois également. Depuis 40 ans, Texol, le bureau d'études Texol a conçu et suivi des centaines d'installations solaires collectives. Ce bureau d'études dispose d'une expertise importante. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend en matière de retour d'expérience, finalement, vous qui avez un long cursus en la matière? Oui, merci Jean-Louis. Et désolé encore une fois de ne pas être présente à Montpellier avec vous ce matin. Heureusement, vous avez dans la salle d'autres représentants de Texol de qualité. Mon regard se tourne notamment vers Bernard Glomont, vers Thomas Lecoq. Donc, n'hésitez pas à aller à leur rencontre si vous le souhaitez. C'est nos experts. Donc, ils sont là pour vous. Donc, moi, je voulais juste commencer par prendre un petit peu de recul et me réjouir avec vous du positif dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, avant de parler des 4 dernières décennies. Et en fait, je pense au fait que le solaire thermique redevienne une technologie compétitive, ce qu'on doit à l'augmentation durable du prix du gaz, et ce, sous l'effet de différents facteurs, et pas seulement l'actualité géopolitique immédiate, je dirais. D'abord, rapidement, on se souvient que l'été dernier, finalement, on a connu une reprise de l'économie plus rapide que prévu après le Covid, avec en corollaire une augmentation d'énergie plus importante au niveau notamment industriel. Là-dessus, s'est ajouté le fait que les Chinois ont commencé à tenir leur engagement de la COP de Glasgow, donc à baisser leur consommation de charbon, parce que très taxé. Et donc, le gaz est devenu compétitif en Chine. Donc, la demande de gaz a mécaniquement augmenté en Chine. Et puis, il y a eu aussi le fait que le prix du pétrole est à un niveau élevé. Et donc, vu que le prix du gaz est plus ou moins indexé sur celui du pétrole, on se retrouve avec un prix du gaz tiré vers le haut. Donc, il y a eu tout ça. Et puis, il y a maintenant REPowerEU, la stratégie européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec donc une volonté de baisser les importations de gaz et de pétrole de Russie. Donc, en soi, le gaz n'est pas devenu rare, mais l'augmentation durable de son prix avec le volume important demandé dans le monde, ça fait qu'on a un jeu offre-demande qui fait tourner le regard vers d'autres solutions. Voilà, donc REPowerEU, c'est recours massif au solaire photovoltaïque, au solaire thermique, et la France, avec les idées du plan d'urgence Enerplan, elle est en train de s'approprier les objectifs européens. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est le bon moment pour déployer des projets solaires thermiques. Et pour ça, on pense chez Texol qu'il faut simplifier les procédures autour des aides pour la chaleur solaire. Et on n'est pas les seuls à le penser, bien sûr. On espère beaucoup que la loi de juillet 2022 va contribuer largement à ça et donner de la visibilité sur les aides. L'idée étant de revenir à des choses simples, des subventions par mètre carré, plutôt que des dispositions compliquées qu'on a pu connaître. Et puis, se donner de vrais objectifs dans la PPE qui soient réalistes à atteindre. Et comment garantir une qualité alors? Parce qu'on est dans le retour d'expérience, comment on arrive à garantir une qualité des installations? Alors, je vais peut-être juste pour y venir répondre à la première question qui était posée, c'est-à-dire le retour d'expérience un peu si on regarde ce qui se passe aujourd'hui et dans le rétroviseur sur les 4 dernières décennies. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a fait comme un cycle. C'est-à-dire que dans les années 80, le solaire thermique, ça a démarré avec les économies d'énergie qui étaient recherchées du fait des chocs pétroliers. Mais à l'époque, ça s'est développé de manière anarchique, en gros. Et donc, à la fin de cette décennie-là, Texol a inventé avec d'autres, et puis notamment l'ADEME, la garantie de résultats solaires, ce contrat qui... comme vous le savez sans doute tous dans la salle, consiste à dédommager le maître d'ouvrage en cas de manque à gagner et qui implique de suivre l'installation et qui fait que en fait, tous les intervenants se tiennent pour respecter l'engagement de résultat. Donc ça, voilà, c'était les années 80.
Et ensuite, dans les années 90, ça a été un petit peu la traversée du désert, parce que le coût des énergies fossiles a chuté. Donc, la recherche d'économie d'énergie n'était plus le moteur. Mais c'est aussi là, dans les années 90, que la filière s'est structurée. C'est là que les installations se sont réalisées avec des avis techniques sur les capteurs solaires, pour majorité de fabrication française. Je pense aux historiques type Sol et Giordano, notamment. Voilà, tout ça, donc, les années 90, et puis les années 2000. Les années 2000, la prise de conscience autour du réchauffement climatique, qui a été en fait un nouveau levier, donc en faveur du solaire thermique, et le fait qu'avec l'isolation des bâtiments, l'eau chaude sanitaire est devenu le principal poste de consommation d'énergie à travailler en termes de gaz à émission, de GES, ce que le solaire thermique permet de faire efficacement. Donc, à ce moment-là, voilà, plein de capteurs ont été certifiés, les installations ont gagné en fiabilité, et puis des points sensibles comme la gestion de la surchauffe ont été traités. On pense par exemple au système thermoprotect de Viessmann, puis le fond chaleur a été là dans les années 2000. Par contre, il y a une quasi obligation à ce moment-là de présence de solaire thermique dans les programmes de logement neuf pour bénéficier de labels, ce qui a pu entraîner des conceptions irrationnelles. Et donc, le choix du solaire thermique, à ce moment-là, dans les années 2000, en plein essor, comme il est devenu un peu une obligation, du coup, les bailleurs qui font l'exploitation derrière des bâtiments n'ont pas toujours été bien impliqués. Et le bon fonctionnement des installations n'était pas forcément un enjeu identifié par eux. Du coup, voilà, de mauvaises pratiques ont pu se diffuser sous prétexte de réduire les coûts de main-d'œuvre, ce genre de choses. Donc, voilà, dans un contexte 2000 jusqu'au passé récent, où on a pu connaître des contre-références et où le coût de l'énergie d'appoint avait baissé, il était difficile de redonner confiance aux maîtres d'ouvrage. Donc, aujourd'hui, je reboucle avec ce que je disais au départ, de nouveau, l'énergie est chère, comme dans les années 80, et du coup, le solaire thermique redevient au top de la liste comme solution pour faire des économies. Et donc, en fait, la différence entre les années 80 et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on est prêt, hein, les professionnels, les territoires, les maîtres d'ouvrage, les exploitants, tout le monde est sur le pont. Et pour du coup répondre à la question sur la qualité, on a des outils comme le programme audit réhabilitation de l'ADEME, qui est une bonne chose. C'est une bonne chose notamment de l'avoir ouvert, de l'ouvrir pour qu'on puisse avoir des subventions sur la réhabilitation aux installations qui ont déjà bénéficié au départ de subventions. Et voilà. Pour la qualité, il y a cet élément-là. Il y a le fait que tout le monde est prêt pour les nouveaux enjeux et les technologies se sont perfectionnées. Vous avez un exemple concret, par exemple la copropriété Zinca à la Grande Motte, qui est suivie par le bureau d'études Texol. C'est quoi le retour d'expérience d'une installation qui a une vingtaine d'années, je crois? Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que vous avez sous les yeux la planche avec quelques éléments chiffrés qui présentent cet exemple. On est sur une copropriété, pas très loin de Montpellier, une résidence de 141 logements, avec une production de CS solaire collective et à point gaz, 130 mètres carrés, 8000 litres, une mise en service en 2004 avec garantie de résultats solaires. Et donc, entre 2004 et 2014, c'est 717 000 kWh d'énergie solaire qui ont été produits pour le CS, 200 tonnes de CO2 non rejetées. Et ce qui est intéressant, c'est en fait de voir aujourd'hui comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en 2022, après 18 ans de service, les performances solaires sont encore supérieures de 25% au niveau de référence de la GRS. Donc, on a des installations qui ont traversé le temps, qui fonctionnent aujourd'hui. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça? Alors, j'ai cité différents éléments tout à l'heure, mais ce qu'on peut dire, parmi les choses intéressantes qui sont aujourd'hui, c'est
peut-être un zoom sur la mise en service dynamique des installations, qui fait partie des gages de bon fonctionnement désormais, c'est-à-dire la mise en place d'un suivi simultanément au démarrage de l'exploitation, et puis une récente charte SOCOL qui permet de cadrer tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra Balk, merci. On vous garde en connexion, on aura peut-être quelques questions pour vous tout à l'heure. Merci à vous. Merci Jean-Louis. Merci. On enchaîne avec Eric Hector. Vous êtes au management des actifs d'Enes. Alors Enes, c'est une régie locale basée à Creutzwald en Moselle. Tout à fait. Voilà, 20 km de Metz. Pas loin de Metz, d'accord. Voilà. Donc on situe un peu, donc c'est pas l'endroit le plus ensoleillé de France. J'allais vous dire. Ouais. Eh bien, vous allez nous parler de la genèse du projet dans un premier temps. Comment ça s'est fait d'ailleurs dans un pays aussi ensoleillé que le vôtre? Alors tout à fait. Donc la présentation doit normalement suivre. Oui. Et donc, je voulais juste préciser qu'on est, en fait, à la base, on est une régie municipale d'électricité. Donc, on est distributeur d'électricité. Et en fait, on s'est très vite senti à l'étroit sur notre territoire. Alors, notre statut fait qu'on ne peut pas sortir de notre territoire. Donc, finalement, comme on s'est senti à l'étroit, on s'est dit on va explorer d'autres pistes de développement qui sont notamment la diversification des activités. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à étudier la possibilité de faire un réseau de chaleur, de distribuer de la chaleur. Et vous verrez que les deux métiers qui sont distributeurs de chaleur et distributeurs d'électricité, comme producteurs d'électricité ou producteurs de chaleur, sont deux métiers où il y a une forte synergie et où on retrouve un peu les mêmes sujets, notamment les sujets de complément de rémunération, de ENR. Enfin, vous verrez, et on fera le parallèle avec l'électricité, notamment pour le sujet du complément de rémunération. Alors la genèse du projet, donc, c'est qu'en 2018, on a élaboré notre schéma directeur du réseau de chaleur. Et il faut remettre le contexte. En 2018, on n'avait pas des prix de marché du gaz comme ils étaient aujourd'hui. Par contre, on a très vite identifié le fait qu'on va vous voyez les mix énergétiques. On avait 98% de notre mix énergétique qui était, qui était basé sur le gaz, donc notamment 62% avec des cogénérations, puisqu'on est également producteur et distributeur d'électricité. Donc là, on avait des coûts de production qui étaient plus ou moins couverts par la vente d'électricité. Par contre, on avait 35% d'appoint gaz, avec un taux d'ENR de 2%, parce qu'on récupérait un peu d'énergie fatale chez un industriel. Et donc Creutzwald a une politique très ENR. Donc on a plus de 50% de production d'électricité qui est fait à base d'ENR sur notre réseau, donc d'électricité, notamment avec du parc éolien, du photovoltaïque. Et à l'horizon 2028, sur l'électricité, on sera à plus de 80 à 90% de production ENR sur le réseau. Et donc, quand on a établi notre schéma directeur, donc le maire, qui est notre patron, donc il dit c'est bien joli, vous faites de belles choses en électricité, mais en chaleur, moi j'aimerais bien qu'on fasse plus de ENR en chaleur, quoi. On peut citer monsieur le maire, peut-être. Donc Jean-Luc Wozniak, donc maire de Creutzwald. Donc la commande politique, c'est ça, c'est de se dire moi je suis pas technicien, par contre je sais que l'ENR c'est l'avenir. Et je veux que Creutzwald rayonne en termes de virtuosité de production. En tout cas, il impose sa volonté politique, en tout cas. Ouais. Il impose une volonté politique. Il impose une volonté politique, et je pense que c'est hyper important parce que du coup, la commande politique est le plus possible de NR avec une rentabilité qui est... alors, on n'a pas des taux de retour sur investissement qui sont comme des entreprises privées. Ouais. Par contre, vous verrez que je pense que le taux de rentabilité et le pari sur les ENR, il va être payant, et il sera payant pour ceux qui s'y sont mis à temps. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Et donc, pour juste revenir sur le schéma directeur, donc on a très vite identifié, donc on voulait quand même conserver une part de production d'électricité, notamment via les cogénérateurs, et on a très vite identifié le fait que ce qui était problématique sur notre réseau de chaleur, c'était la production avec les chaudières gaz. La production avec les chaudières gaz, c'est l'activité la moins rentable, mais c'est celle qui permet de compenser le besoin de chaleur pendant la période hors cogénération, donc l'hiver. Et donc on a très vite segmenté le fait que on ait en fait de la saisonnalité sur notre réseau de chaleur. Donc l'hiver, les modules de cogénération, ils fonctionnent sans problème. Et par contre, on a une grosse problématique qui est la problématique de l'été, parce qu'on a une très faible consommation. Alors le seul consommateur l'été, c'est le stade nautique avec un peu d'ECS. Et je pense que c'est là le plus gros frein du développement du solaire thermique. C'est en fait, c'est dans le terme solaire thermique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a du soleil, on n'a pas besoin de thermie. Et c'est ça qui est aujourd'hui problématique. Donc tous les dimensionnements de projets
de grands projets sur réseau de chaleur, il faut dimensionner ça sur le talon de besoin estival. Et donc c'est ça qui dimensionne le projet, et c'est ça qui limite un peu le fait de ne pas pouvoir faire des installations plus grandes, notamment sur du réseau de chaleur. Alors par rapport à ça, il y a aussi une autre problématique, une autre piste de développement qui peut se profiler pour le solaire thermique, c'est que, alors vous voyez, en 2028, on imagine avoir 76% d'ENR sur notre réseau, parce qu'on a, en plus du solaire thermique, on va développer de la biomasse. Alors la biomasse, à la base, c'était pour l'intersaison, et c'est pour, au fil du temps, éteindre nos modules de cogénération, comme ils seront amenés à disparaître. Par contre, aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations, notamment d'industriels. Alors pourquoi d'industriels? C'est qu'on a sur notre territoire un industriel qui fait des pare-soleil pour les voitures. Alors, dans son process, il utilise de la vapeur avec 2 grosses chaudières gaz. Et la plupart de ses clients sont Tesla, BMW, Mercedes. Et donc Tesla lui dit, c'est bien gentil, on adore vos pare-soleil. Par contre, nous, on ne fait pas des voitures propres pour qu'à un moment donné, on mette des pare-soleil qui sont produits à base de gaz. Et donc ils leur ont imposé, à partir de 2025, pour leur process, de complètement décarboner leur process de fabrication de chaleur. Alors là, l'industriel, lui, il dit ça, moi je ne sais pas trop faire, quoi. Donc il nous a sollicité, il nous a dit, est-ce que vous pouvez, nous vendre de la vapeur décarbonée? Et on est en train d'étudier ça avec eux. Et ce qu'on regarde, alors il nous a plus ou moins donné ses coûts de production avec le gaz, mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on est capable de faire au moins aussi bien sur de la chaleur décarbonée avec de la biomasse que lui fait actuellement avec du gaz, sachant qu'il a des contrats gaz qui n'ont pas été signés là récemment, qui ont été signés encore l'année dernière, quoi. Donc on est assez optimiste par rapport à ça. Voilà. Donc Celsius, c'est la société projet qui a été créée, donc avec Enes, donc qui est la régie locale, qui est donc l'exploitant du réseau de chaleur, et une société qui s'appelle Française de l'énergie, qui est un producteur local vert, qui lui va plutôt se focaliser sur la production et qui espère un peu développer le solaire thermique, notamment dans la région. Donc on a essayé de garder cet aspect local pour avoir un projet qui soit en circuit court. Donc, ce que je disais, les premiers résultats, c'est pas l'outil très mal choisi. Par contre, ce que je voulais revenir par rapport à ça, c'est que, donc, vous voyez en haut sur le graphique, c'est que donc 2 modes de fonctionnement. Donc, la cible du réseau la cible du parc solaire thermique, c'est vraiment pour fonctionner l'été. Donc là, à partir d'aujourd'hui, donc l'année dernière, on était sur une pas si belle année que ça. On a démarré, on va dire, mi-juin, et on s'est arrêté début septembre sur le solaire thermique. Donc quand je dis démarrer, c'est-à-dire qu'on est totalement autonome sur le parc solaire thermique. Donc c'est-à-dire qu'on a coupé notre chaufferie, on l'a complètement coupé, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus de cogénérateur, il n'y a plus de chaudière gaz. Et cette année, à partir du 15 mai, donc on a coupé notre chaufferie, et donc on fonctionne exclusivement sur le parc solaire thermique. Et donc la cible, c'est 15 mai, 15 septembre, 0 émission de CO2, totalement autonome sur le réseau, sur le parc solaire thermique. Alors, pour pouvoir monter ce dossier-là aussi, alors je vais reboucler sur le sujet du complément de rémunération. Alors, comme je l'ai dit, nous, on est à la base plus du monde de l'électricité, et on a vécu ça. Alors, complément de rémunération, obligation d'achat, on peut appeler ça comme on veut. Par contre, on a vécu ça notamment dans le développement éolien et dans le développement photovoltaïque. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des filières qui ont besoin de développement, notamment le solaire thermique. Elle a besoin d'être aidée pour se développer. Par contre, je peux vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a connu sur l'éolien. Donc l'éolien, on a développé un parc éolien en 2010 où on a eu un sort de complément de rémunération qui s'appelle une obligation d'achat et qui fixait ça à 96 €. Aujourd'hui, 96 €, le prix de l'électricité, 96 €, ça se vend entre 300 et 400 € pendant l'hiver. Donc aujourd'hui, nous qui avons la double casquette, on touche plus du tout d'aide pour ce parc éolien et on rembourse même à l'État le surplus, la différence entre les 400 € et les 96 € de notre parc éolien. Donc le complément de rémunération, il est fait pour lancer la filière. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour perdurer dans le temps. C'est qu'à partir du moment où la filière devient autonome et qu'elle devient autoportante, le complément de rémunération ou l'aide, elle s'arrête d'elle-même. Et aujourd'hui, on voit que sur l'éolien ou le photovoltaïque, les aides, elles s'arrêtent d'elles-mêmes parce que les marchés sont tels qu'il n'y a plus besoin de les aider. Et c'est l'inverse, comme vous l'avez dit, c'est les énergies renouvelables qui financent l'État. Cette année à hauteur de 20 milliards, un peu plus de 20 milliards. Voilà. Ouais. Donc je reviens juste, si on peut revenir sur la slide passée, donc le prix de l'électricité, donc le prix de l'énergie solaire, 52 €. Alors, on a beaucoup parlé du prix on a beaucoup comparé le prix de l'énergie solaire avec le prix de la chaleur ou le prix du gaz. Il faut aussi savoir que dans une chaudière gaz, même si le gaz est à 20 € sur le marché, le coût de production il n'est pas à 20 €, quoi. Sans même parler du rendement, quoi. Donc on achète le gaz sur le marché.
Donc il faut verrouiller des capacités de stockage. Donc il y a un peu de frais attenant à ça. Il y a les taxes. Donc ça, on oublie d'en parler. La tonne de CO2, une chaudière gaz, ça émet de la tonne de CO2 ou ça émet de la taxe qui est de la TICGN. Donc pour donner un ordre de grandeur, il y a un an en arrière, la tonne de CO2, elle s'est échangée à 20 € sur le marché. Aujourd'hui, c'est 100 € sur le marché. Donc le gaz a été multiplié par 5, la tonne de CO2 a été multipliée par 5. Et peut-être que l'année prochaine, elles seront redivisées par 3 ou remultipliées par 2 encore. Donc ce qui est important de faire, c'est que, on l'a surligné, c'est qu'il faut calculer un coût de production sur 20 ans. Et dans le coût de production, il y a le coût de production du combustible. Et par contre, ce que les gens oublient aussi, c'est qu'il y a les OPEX. Donc personne n'en parle parce qu'une chaudière à gaz, en fait, il n'y a pas besoin de l'entretenir, ça tourne tout seul, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de rejet, il n'y a absolument rien. Donc ça coûte absolument rien une chaudière à gaz. Par contre, ce que moi je peux vous faire comme retour d'expérience sur un parc solaire thermique, c'est que les OPEX sont très 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 faibles. Donc c'est-à-dire que c'est un système qui est quasiment autonome. Donc il y a des filtres à changer, mais c'est quelque chose qui est très autonome et c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Donc il ne faut pas oublier qu'un coût de production, ça se calcule sur la durée de vie de l'équipement. Et il faut tenir compte des OPEX dans la durée de vie de l'équipement. Et les OPEX, ça a un coût. Et ça, il ne faut pas oublier de le mettre dans le calcul. Quand on calcule un coût de production, il faut calculer le coût de production complet et il faut faire le travail de bout en bout. Il ne faut pas regarder le coût de production à un instant T, il faut regarder le coût de production sur 20 ans. Et le prix du gaz sur 20 ans, il ne sera pas forcément toujours à 20 € sur le marché, il ne sera pas forcément toujours à 100 € sur le marché. Par contre, il faut l'estimer sur un cours moyen. Donc on revient sur la slide d'une production autonome. Voilà. C'est vous qui gérez en fait. D'accord. Ça y est, maintenant c'est... Alors voilà, donc les premiers résultats, donc on a beaucoup parlé de la performance des parcs. Aujourd'hui, moi je vois aucun souci pour avoir de la performance sur les parcs, quoi. Donc là, on a le productif de 2021. Donc sachant qu'on a démarré avec un mois de retard parce qu'on n'était pas tout à fait prêt en janvier, qu'on a eu une année qui était très faiblement ensoleillée en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mai était catastrophique. On a eu un été très pluvieux. Et en plus, on est en phase de commissioning. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit sur 2022, c'est qu'on est déjà très en avance par rapport à 2021. Pour vous donner un ordre de grandeur, à juin 2022, on est à 1800 MWh produits, alors qu'on était à 1454 sur 2021. Donc pour moi, la performance du parc, enfin la performance du solaire, il n'y a aucun souci. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de construire des parcs solaires. Et la performance, elle est au rendez-vous. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui est plus compliqué, c'est la gestion de la chaleur derrière. C'est les débouchés de la chaleur. Et aujourd'hui, enfin, je peux vous dire que là, quand vous avez une semaine, voire une semaine et demie de chaleur à plein régime, il faut savoir la déstocker, quoi, parce que les besoins derrière, ils sont pas forcément au plus haut quand il y a des canicules, quoi. Pour conclure, il faut avancer. D'accord. Donc là, c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui peut sortir sur le parc. Donc, on a toujours des sceptiques. Par contre, on arrive à sortir des températures entre 90 et 100 degrés. On a une production qui produit entre 4 et 5 mégawatts de puissance. Donc ça pose aucun souci. Et un système qui est complètement autonome. Donc il n'y a aucun opérateur qui s'occupe de cette gestion-là. Tout le système est totalement autonome. Dernier point sur la gestion, la gestion vers un réseau de chaleur. Donc ce qui est hyper intéressant et ce qu'on avait sans doute un peu sous-estimé à la genèse du projet, c'est la capacité de stockage. Alors on vient d'un monde de l'électricité où on dit l'électricité ça se stocke pas. Et moi, enfin, j'étais dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai pu être bête, quoi. Pendant des années, on n'a jamais pensé à faire un système de stockage, alors que tout le monde a un ballon d'eau chaude chez lui à la maison, quoi. Et par contre, le stockage va permettre une vraie flexibilité du réseau et un vrai gain, un vrai apport par rapport à la gestion du réseau. Alors donc, ce qu'on a établi, c'est que le bureau d'études Indigo, là, que je salue et que je remercie sur le travail qui a été fait, c'est qu'on a fait un système de stockage qui est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on va décharger la cuve vers le réseau, mais on a capacité aussi de charger la cuve par le réseau. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet, notamment sur la production d'électricité, d'avoir un apport supplémentaire dans la flexibilité du réseau. Je m'explique. Donc, Orange, vous voyez le cours du spot de l'électricité sur une journée. Alors, si vous avez des cogénérateurs, ce qu'on fait, c'est que forcément, nous, ce qui nous intéresse, c'est de produire l'électricité au meilleur moment de la journée, donc quand le prix est le plus élevé. Donc généralement, le prix de l'électricité, il peut varier pendant la nuit, de minuit à 6 h du matin, il peut varier de quelques euros à 6 h du matin, il passe à 200-300 €. Donc ce qu'on fait, c'est que grâce à la cuve de stockage, on va démarrer nos cogénérateurs à 6 h du matin, on va les faire tourner à fond. Vraiment, tous nos modules de cogénération vont tourner à fond, peu importe si on est en surproduction de chaleur. La surproduction de chaleur va être stockée dans la cuve. À 10 h du matin ou à 13 h pendant l'hiver, on va couper ces modules de cogénération.
Donc forcément, on n'aura plus d'apport de chaleur. Par contre, là, la cuve va prendre le relais. Donc de 13h à 16h, quand le prix de l'électricité est moins intéressant, on va déstocker la cuve et on redémarre ça à 16h quand le prix de l'électricité est intéressant. Pareil pendant la nuit. Donc pendant la nuit, on ne produit pas d'électricité parce que c'est là où le prix est le moins valorisé. Donc on utilise la cuve de stockage pour vraiment fournir la chaleur. Et c'est maintenant en fait, c'est le prix de l'électricité qui va déterminer le mode de fonctionnement de nos productions de cogénération. Et ça, je peux vous dire que en termes de rendement économique, ça a un impact non significatif. Et pour conclure maintenant, vraiment. Voilà. Donc pour conclure très vite, ce que je peux dire, c'est qu'on a un très bon retour d'expérience par rapport à ça. C'est que je vois aucun problème à ce que la filière se développe sur la production. On a vraiment, c'est un système autonome qui fonctionne vraiment super bien. Et je pense que ce qui est intéressant de voir pour les sceptiques ou même pour développer la filière, c'est que nous, on vous invite à venir voir le parc solaire, à faire une visite, de voir comment ça tourne en fonctionnement. Et je pense qu'il n'y a aucun meilleur discours et aucun meilleur argument que de voir ça fonctionner en réel. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour montrer que c'est possible. Et pour convaincre les gens, quels qu'ils soient, venez voir le parc, venez le voir tourner et on sera ravis de vous accueillir et ravis de vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Eric Hector, on poursuit avec les retours d'expérience avec vous, Rim El Arjoun, directrice générale d'Hélioclim. Vous êtes venu avec Vincent de Griève, d'IDEX. Vous êtes le spécialiste français du solaire à concentration. Je crois que c'est votre entreprise à qui l'on doit la plus grande centrale solaire à concentration de France, sur un réseau de chaleur d'un site militaire. Vous allez nous en dire plus. C'est dans le sud de la France. Tout d'abord, je vous félicite, vous n'avez pas écorché mon nom. Écoutez, c'est pas une mince affaire. Écoutez, merci. Donc oui, nous sommes Hélioclim, un industriel français, fabricant de technologies thermiques, donc durable, décarboné et 100% made in France. Pourquoi ? Parce que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on conçoit, qu'on fabrique, qu'on améliore. Je suis avec Yannick Godillot, un des cofondateurs de l'entreprise, et le Géo trouve tout qui nous permet d'être sur de l'amélioration continue pour pouvoir proposer des systèmes de production de chaleur et de froid renouvelables et techniques. Pourquoi je dis technique ? Puisqu'on est sur des productions de froid qui peuvent aller jusqu'à moins 30 degrés, puisqu'on est sur une machine à absorption eau ammoniac, et on est sur de la chaleur technique qui peut du coup adresser un besoin industriel qui peut aller jusqu'à 180 voire 200 degrés. Notre modèle d'affaires, on l'a voulu très intégré, donc de l'usine au site client et à la maîtrise et l'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir maîtriser les coûts, la qualité et aussi s'engager sur de la performance auprès de nos clients pour pouvoir leur fournir les meilleures économies d'énergie dans la durée. Notre ambition, elle n'est pas petite, c'est celle de devenir un des premiers fabricants européens d'utilités décarbonées pour le B2B, et on est en passe de réaliser ça, puisque grâce à tous les événements propices qui se sont passés aujourd'hui sur le marché et au travail que nous avons pu accomplir ces 10 dernières années, on est sur un trend de croissance qui est exponentiel. Je passe au slide suivant pour vous parler des quelques solutions. Ne vous inquiétez pas, j'ai 6 slides, donc ça ne va pas durer très très longtemps. Et vous pourrez nous cuisiner tous avec les questions-réponses. On a développé et consolidé aujourd'hui 2 briques technologiques. Et on est en cours de consolidation sur une 3e brique qui nous permet de couvrir presque l'intégralité des besoins thermiques d'un site, pas seulement à un moment spot, mais dans la durée. Donc la première brique, c'est nos miroirs solaires à concentration, et j'insiste sur le mot miroir puisque c'est ce qui va nous permettre d'être sur une technologie durable avec une performance stable dans le temps. Donc on est sur des miroirs cylindro-paraboliques qui concentrent jusqu'à 50 fois les rayons du soleil sur un tube absorbeur sous vide et qui nous permettent de produire de façon performante et stable dans le temps des niveaux de température jusqu'à 180 voire 200 degrés. Donc pour nous, la vapeur solaire, c'est une réalité. Et le froid, voilà, donc j'y arrive. Et je voudrais remercier aussi aujourd'hui Shakefy qui est présent de Eurovent et aussi Emmanuel Léger du CETIAT qui nous accompagne sur la certification Solar qui marque, puisqu'on va être les premiers acteurs européens à être certifiés Solar qui marque sur ce type de technologie. C'est un acteur français, made in PACA, et voilà, donc nous allons réaliser ça grâce au beau partenariat qu'on a pu monter ensemble. Et
effectivement, on parle beaucoup de débouchés pour la chaleur et notamment de surcapacité des réseaux de chaleur en période estivale. Nous, grâce au développement d'une machine à absorption multi-énergie, on arrive justement à donner une finalité à cette chaleur, qu'elle soit renouvelable ou fatale, parce que là c'est une machine à absorption multi-énergie évidemment, puisque pour nous la sobriété thermique est un élément important. Donc on épuise d'abord les sources de chaleur fatales en conversion en froid et en usage direct, et on consolide ça avec une production renouvelable pour pouvoir optimiser les économies. Et donc là on est sur une machine qui va convertir la chaleur en froid et permettre pendant l'été de soulager les réseaux de chaleur et d'optimiser l'utilisation de cette chaleur. Et donc on ne sera plus sur un dimensionnement au talon, mais à la consommation réelle, pour peu qu'on ait une disponibilité en foncier. Et là, je reviens sur l'élément léger de notre technologie. On a beaucoup travaillé ces 10 dernières années sur la miniaturisation de nos capteurs pour pouvoir être mis en place en toiture, puisque aujourd'hui, quand on pense foncier, on pense surface au sol, donc forcément contrainte, mais pour nous, une manne quasi inépuisable aujourd'hui, puisqu'elle n'est pratiquement pas exploitée, c'est les toitures. Et donc nous, on est capable d'installer très simplement en toiture, qu'elle soit bac acier, béton ou autre, puisqu'on est sur une structure très légère, déportée et qui se reprend sur les fermes de charpente. En associant ces deux briques, on arrive à générer jusqu'à 95% d'économies par rapport à un système à compression, puisque notre machine à absorption associée à nos champs solaires consomme, pour 1 kW produit, on consomme 5% par rapport à un groupe froid à compression. On parle aussi des OPEX, puisqu'on est sur des systèmes rustiques qui ont un coût d'exploitation très faible sur la durée. Et ça, je laisserai Vincent en parler, parce que c'est le monsieur exploitation et notre partenaire historique IDEX qui nous aide aujourd'hui à déployer la technologie. La dernière brique qui est en cours de développement et qui sera installée sous forme de pilote l'année prochaine, c'est un système de stockage thermochimique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour pouvoir aussi prolonger l'usage des ENR, il faut qu'on puisse les stocker. Alors, sous forme sensible, si on a une disponibilité en foncier et une adéquation par rapport au site d'installation, mais aussi sous forme de stockage thermochimique qui va nous permettre de stocker cette énergie sans déperdition. Et de pouvoir la restituer soit sur un autre site, soit ultérieurement sous forme de chaleur ou de froid, ou sous forme de chaleur et de froid, puisque en sortie d'une machine à absorption, on produit de la chaleur et du froid. Donc là, je passe sur le REX. Alors, ça marche bien. C'est ça la question en fait. Le retour d'expérience. On part à Saint-Christol. J'ai un pouce qui fonctionne très bien. Yes. Donc là, on parle de Saint-Christol et je passe la parole à Vincent de Griève, IDEX. Bonjour à tous, Vincent de Griève, je suis le directeur d'agence d'IDEX pour le Languedoc-Roussillon et le Vaucluse. Je vais vous parler de ce qu'on a fait avec Hélioclim en 2016 sur le quartier Koenig qui abrite en fait 1200-1300 légionnaires. C'est un site historiquement qui était chauffé au fioul lourd. Donc il y a un petit réseau de chaleur, on ne peut pas appeler ça un réseau puisque c'est un monoclient, mais c'est l'équivalent d'un réseau de chaleur, avec 40 sous-stations, qui étaient donc au fioul lourd l'hiver, et l'eau chaude sanitaire était faite à partir de résistance électrique l'été. L'armée avait commencé à réfléchir au sujet et avait mis en place une chaudière biomasse à la place de la chaufferie fuel. Et nous, en fait, on a répondu à un cahier des charges qui nous demandait de générer 20% d'économie et d'augmenter encore plus l'énergie ENR. On savait que le solaire thermique était une des solutions et on a choisi la solution Hélioclim, donc uniquement la version production de chaleur. On ne produit pas de froid sur le plateau d'Albion. Il fait déjà d'ailleurs très froid l'hiver. C'est un site qui est à 1000 mètres d'altitude, qui est sur un plateau. Donc c'est aussi un bon endroit pour faire du solaire puisqu'il y a assez peu de nuages. Il y a beaucoup de vent mais peu de nuages. Et donc la solution retenue avec Hélioclim, c'est parce qu'en fait on a voulu utiliser le réseau existant et non pas venir ajouter des panneaux sur chaque toiture des 40 bâtiments. Et du coup on a voulu utiliser le réseau de chaleur existant pour alimenter ce réseau de chaleur l'hiver grâce à la production produite par Hélioclim, mais aussi l'été forcément, en utilisant une partie du réseau de chaleur qui avant était arrêté. Et on utilise donc nous tous les étés le réseau de chaleur sur seulement 9 sous-stations des 40 pour alimenter les 9 bâtiments qui correspondent à des logements et donc qui ont des besoins d'eau chaude. C'est comme ça qu'on explique la solution Hélioclim. Ça nous a permis d'amener une production collective mais de la distribuer via un réseau de chaleur existant.
Voilà, du coup, on a mis en place 160 capteurs. On a 10 rangées de... Non, vas-y. Ouais. On a 10 rangées de 16 panneaux. On produit, comme je vous l'ai dit, l'été et l'hiver. Quelques retours d'expérience. Aujourd'hui, on a tenu notre objectif parce qu'on est à un peu plus de 20% d'économie d'énergie et on utilise en permanence le réseau de chaleur, le champ solaire. On a été surpris de la production du champ solaire l'hiver, c'est-à-dire que le champ solaire l'hiver produit quasiment autant que l'été. On ne s'y attendait pas. Et du coup, ça nous permet, nous, d'amener de la chaleur gratuite sur notre réseau de chaleur, puisqu'il est quand même à base de biomasse. La chaudière biomasse, c'est 2,5 MW. Le champ solaire, c'est 500 kW. Donc, il nous apporte de l'énergie gratuite dans le réseau. Et l'été, on produit, donc en gros, pour donner des chiffres, on produit 30 MWh par mois d'énergie solaire l'hiver. Et on produit à peu près 40 MWh les mois d'été. Donc c'est mensuel à mes données. On a un avantage qu'on avait imaginé pendant l'étude, mais qu'on concrétise, c'est qu'on a toujours, j'entendais parler des contre-performances d'énergie solaire, c'est notamment souvent parce que c'était un peu surdimensionné, on ne sait pas quoi faire de la chaleur l'été. L'intérêt du système avec les champs solaires, c'est que vous voyez, donc il y a 10 rangées de 16 panneaux. En fait, les panneaux donc, traquent le soleil, mais les lignes, 2 lignes par 2 lignes, peuvent nous permettre aussi de réguler. C'est-à-dire que si on a une température trop élevée, 2 par 2, les rangées en fait, se tournent, regardent le sol et donc ne produisent plus. Et donc on a une régulation de l'énergie solaire grâce à ce fonctionnement, ce qu'on ne peut pas faire si on met un panneau plan. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Et en fait, on produit un peu moins l'été que ce qu'on pensait, mais ça, c'est le cas dans beaucoup d'installations, y compris dans des logements classiques. C'est qu'il y a beaucoup moins de consommation de CS l'été, aussi parce que les militaires quittent le camp de temps en temps pour aller à l'étranger, et aussi parce que l'eau froide est plus chaude l'été. Mais ça, c'est un cas commun. Du coup, ce champ solaire-là, il est efficace toute l'année et il nous permet de produire de l'énergie gratuite 12 mois sur 12. C'est le site référence de l'armée qui essaye de communiquer sur l'énergie verte. L'armée n'étant pas un modèle, mais c'est lié aussi à leur activité. Et c'est le site référence de l'armée en termes de communication aujourd'hui. On produit l'énergie pour le chauffage et l'eau chaude à hauteur de 98-99% d'énergie renouvelable grâce au bois et au solaire. Le complément étant 2 ou 3 000 litres de fuel par an et quelques appoints d'énergie électrique par les résistances l'été. Après, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui. Juste un peu, pour conclure. Un dernier retour d'expérience qui du coup reboucle sur plein de choses que j'ai entendues. On a été bon, hein, forcément. On n'a pas été super bon. On n'a pas notamment géré la partie stockage. Et il se trouve que par moment, bêtement, on dépointe les capteurs parce qu'on n'a pas de besoin. Et le lendemain matin, bêtement, on en a besoin et puis on n'en a plus assez. Donc, dans les moyens d'amélioration, on aurait pu imaginer un stockage central. On aurait pu faire autre chose, c'est qu'on a dans les sous-stations, on a des stockages secondaires et on aurait dû faire des stockages primaires. Et donc ce qu'on fait, comme on a un contrat de type P3, dès qu'on a des ballons d'eau chaude à remplacer, on modifie et on passe sur du stockage primaire et non secondaire. Mais les prochaines centrales, j'imagine, vous allez penser à au stockage. Merci beaucoup. Merci. Pour conclure, et Rim ? Du coup, là, je passerai juste rapidement, j'ai encore 2 slides. Donc, un sur les améliorations, justement. Cette centrale est en service depuis un peu moins de 5 ans. Et justement, ce que disait Vincent, ce REX nous a permis d'apporter un certain nombre d'améliorations sur notre process contrôle qualité, sur un suivi plus étroit de nos partenaires pour lesquels on a dédié des interlocuteurs en interne, et sur l'amélioration de ce système de tracking. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système de tracking qu'on a mis en place sur les capteurs est un véritable avantage, puisqu'on va pouvoir gérer la surchauffe. Et c'est typiquement ce que disaient tous les interlocuteurs aujourd'hui, c'est qu'il nous faut beaucoup plus de technologies robustes et rustiques. Là, on est sur de l'intelligence intégrée au rustique, puisqu'on est sur des installations fabriquées 100% dans nos ateliers, éco-conçues et très, très robustes, puisqu'on est sur une durée de vie de 20 à 30 ans,
avec de l'intelligence, puisqu'elles sont monitorables à distance, débuggables à distance, OPEX faible, un petit coup de jet d'eau déminéralisé ou une petite raclette. Et j'irais même jusqu'à dire que l'herbe qui se trouve sous notre installation est tondue par un mouton. Donc là, en mode émission, on est hyper vertueux. Et grâce justement à l'expertise, à l'accompagnement d'un maître d'ouvrage et d'un maître d'œuvre qui est formé et qui veut s'impliquer, on arrive en fait à éviter les contre-références. Parce que pour moi, la contre-référence ne doit pas faire peser une obligation simplement sur l'industriel ou sur le fabricant, mais elle doit être la solution doit être une démarche vertueuse qui est cascadée sur toute la chaîne, et notamment une démarche de formation, de prise en main, d'accompagnement, parce qu'il suffit de peu pour basculer. On aurait pu basculer dans la contre-référence s'il n'y avait pas eu un Vincent de Griève pour prendre en charge l'installation intelligemment. Aujourd'hui, on est la vitrine de l'armée et on espère être la vitrine de plusieurs autres projets français et porter justement l'ambition industrielle de la France dans le solaire thermique au-delà de nos frontières. Et je finirai en disant que on a aussi, au-delà de la chaleur solaire et pour lui donner une autre finalité, des projets en cours pour le froid solaire. J'espère pouvoir vous retrouver aux prochains États généraux de la chaleur solaire pour vous présenter le REX de la climatisation solaire qu'on met en place sur ce centre commercial de 15 000 m², le REX du froid solaire industriel qu'on est en train d'installer sur ces deux sites industriels, donc dans l'industrie pharmaceutique. Et je vous remercie beaucoup d'être là, de nous soutenir et de nous permettre de nous projeter sur des perspectives vertueuses. Merci beaucoup pour ce plaidoyer, bravo. On peut vous applaudir à tous les deux. Un dernier mot. Juste un dernier mot. Ouais. Je pense que c'est très important. La présentation était très bien et c'est très important de développer cet aspect de froid solaire parce que c'est une vraie opportunité pour le développement de la chaleur solaire. C'est-à-dire que si on peut faire du froid solaire, on va faire des parcs solaires qui seront plus grands et on va développer cette filière beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on discute beaucoup plus de ces sujets sur le froid solaire parce que ça va débloquer des freins, notamment dans le développement de la chaleur solaire. Oui, puis c'est d'actualité en plus, hein, le froid solaire. Ouais. Des questions, peut-être? Et très rapidement. Alors, c'est vraiment alors pour la question très courte et sinon on va dépasser. C'est bien, là, c'est du gros, mais si on avait du 5-10 kW, c'est possible? Le micro. Le micro rime. Non, 5 kW pour du petit tertiaire, des petits bureaux, voilà, mais petite installation. Aujourd'hui, on est dans une logique de go big or go home. Parce qu'on a des coûts de structure, on est intégré, donc on a des gros coûts de structure, on est sur une industrialisation pour baisser le coût de revient. Les développements futurs seront peut-être dans le développement de solutions petite puissance, mais comme aujourd'hui en fait le B2C est très mature et justement il y a beaucoup de solutions, Solizart, Dualsun, etc. Ils maillent le marché du B2C de façon efficace. Nous aujourd'hui on a un momentum et on a une ouverture sur l'industrie, sur le tertiaire, j'ai entendu parler des bâtiments de santé qui sont demandeurs hein, et pour lesquels on a des véritables opportunités. On sera sur un développement petite puissance par la suite. Mais pour vous, Gaël... on verra, on va discuter, d'accord. Petits arrangements entre amis, donc, ok. Hugues. Oui, c'était pour juste un complément, une réaction rapide sur la partie justement stockage et important de faire des champs plus grands. Donc on a vu l'intérêt du stockage. Enfin encore bravo pour vos réalisations respectives, vraiment des très beaux projets. Et juste pour mentionner que donc il existe également, et d'ailleurs j'anime un GT sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le stockage saisonnier. Donc on parle de stockage sur plusieurs mois de la chaleur. Donc ce qui permet de faire des grandes centrales qui produisent l'été et donc de chauffer l'hiver avec ces stockages. Il y a deux technos principales qui commencent à être utilisées, en tout cas sur lesquelles on commence à proposer des solutions en France, du stockage via des boreholes, donc des sondes géothermiques faible profondeur, ou alors du stockage en fosse. On fait un grand trou dans le sol, on met plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau, on isole et on chauffe ça. Donc on est en dessous de 100 degrés, donc sur de l'eau, ce qui est quand même un vecteur assez efficace et pratique pour pouvoir stocker l'énergie. Voilà, donc ça se développe et ça permet effectivement de changer complètement l'échelle des projets, puisque là, on peut apporter 100% de fourniture de chaleur renouvelable à nos clients en dessous de 100 degrés avec cette contrainte-là. Voilà, donc ça existe et je pense que ça va dans ce sens-là. Merci pour cette précision.
Alors la capacité de stockage, ça dépend du projet. Là typiquement, bon, Newit, alors on peut stocker. Enfin là typiquement en France, on est en train de développer un projet de notre côté, dans notre société, qui va faire un peu plus de 100 000 mètres cubes de stockage, sur lequel on va stocker donc de 10 à 12 gigawattheures par an. Mais il existe des projets au Danemark qui sont montés à 200, 300 000 mètres cubes, donc on parle de 30, 40 gigawattheures. Donc on ne parle pas d'une petite ville de 2000 habitants, on parle d'une agglomération de plusieurs dizaines de milliers d'habitants qu'on peut vraiment alimenter en 100% solaire. Il n'y a pas de limite, on peut faire des trous d'1 million de mètres cubes, c'est-à-dire 5 hectares et 20 mètres de fond. Ça fait 1 million de mètres cubes si je ne me suis pas trompé. C'est pas une tasse de thé, quoi. Mais c'est de la low-tech. On revient sur le sujet que chaque composant est simple dans le solaire thermique. Ce qui est compliqué, c'est le système global et de bien se connecter aux consommateurs de chaleur, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Olivier Gaudin, et rapidement, hein, parce qu'on... Alors, une petite question sur le retour d'expérience de M. Parins. Vous avez parlé d'une trentaine et qu'on peut optimiser de 10% les gains. Mais quels sont les gains là, sur vos retours d'expérience? On peut réduire la facture par combien avec les systèmes? Merci. Alors, difficile à dire, mais grosso modo, entre 100 et 200 euros, ils optimisent leur facture. Mais en contrepartie, ils ont monté aussi de 2 degrés. Donc, c'est difficile à dire. C'est peut-être 400 s'ils étaient restés pareils. Les clients les plus difficiles, c'est les clients qui ont une chaudière à granulés qui compte le nombre de sacs ou de demi-sacs. Alors ceux-là, ils sont des ayatollahs. De l'économie. Les autres qui sont au gaz ou au truc, ouais, la facture, ça passe, ils ne voient pas. Mais ceux qui ont une autonomie avec des sacs de granulés un fois l'hydro, alors ils vous comptent, ils vous font une gymnastique terrible. Voilà. Et puis ils se disent, bon, moi j'ai un client, je lui ai dit, non, vous achetez 1,5 tonnes, ça suffira. Oh, allez, 3 tonnes. Finalement, ça lui a duré 3 ans. Voilà. Donc voilà, mais c'est difficile de répondre aux piles. Et quand on a de l'électricité ou du gaz, ça c'est encore plus difficile. De toute façon, du moment qu'ils ne voient pas, c'est tout. Dernière question. Ça marche? Oui. Je suis Eric Venadier, chargé de mission ENR Chaleur pour le département de Lot-et-Garonne. Je fais partie des animateurs, dont certainement d'autres personnes vont parler plus tard. J'ai une question pour le système Helioclim. Est-ce que vous avez aujourd'hui, ou est-ce que vous annoncez donc, le coût du kilowattheure ou du mégawattheure que vous produisez avec ce système? Là, on s'est donné pour cible de ne pas dépasser 50 voire 55 euros du mégawattheure pour être compétitif par rapport à un prix du gaz à terme. Donc, on est sur ces ordres de grandeur. D'accord. Et j'ai vu que vous alliez être donc bientôt donc sur Solar Camargue, ce qui veut dire que vous allez chercher à obtenir donc les aides de l'ADEME de la région sur le système, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on n'est pas éligible. Aujourd'hui, en fait, un des éléments importants et qui a été un tournant dans notre stratégie, c'est d'avoir intégré une expertise financement à notre approche. Donc, comme disait tout à l'heure Hugues, on porte le CAPEX, donc on porte l'investissement et on revend la chaleur. Et ça, c'est une modalité qui fonctionne très bien. Mais du coup, aujourd'hui, comme on n'est pas éligible à ces aides-là, parce qu'il y a un no man's land sur les technologies qui ne sont pas plan classique, on supporte l'intégralité de l'effort. Heureusement, on arrive, grâce à des partenariats en mode tiers financement et aujourd'hui à des acteurs qui deviennent de plus en plus gros, qui financent les projets d'efficacité énergétique, à être rentables. Mais j'ai envie de dire que toutes les boîtes industrielles françaises du solaire thermique qui pourraient émerger et nous aider à créer une filière mature n'ont pas accès à des experts de financement qui financent l'efficacité énergétique depuis 10 ans. On a cette chance, mais aujourd'hui, il faut étendre cette chance et cette expertise à toute la filière. Merci beaucoup. On vous applaudit. Et on remercie Gaël Parins, Alexandra Batlle, Éric Hector, Rim El Arjoun et Vincent de Griève. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de cette table ronde avec un duo bien rodé. Adrien Vasilevski, chargé de mission transition énergétique à la direction régionale Occitanie de l'ADEME, et Frédéric Cherrier, qui est chef de projet énergie renouvelable thermique et réseau de chaleur au CIDEN, qui est le syndicat CIADEN, syndicat audois d'énergie et du numérique. Bonjour messieurs. C'est à vous, vous terminez la matinée en beauté, j'allais dire. Bonjour. Bonjour. On a vu tout à l'heure avec Wilfried Haché l'implication de la région dans le développement de la filière solaire thermique. En la matière, l'ADEME fait sa part. Comment ça se matérialise, le soutien de l'ADEME à cette filière? Adrien?
Donc déjà, merci beaucoup de nous donner la parole. On va essayer d'être rapide parce qu'on a pris un peu de retard. Donc Adrien Vassilevski de la direction régionale de l'ADEME Occitanie, chargé de mission transition énergétique. Donc je vais d'abord parler de l'action de l'ADEME pour accompagner le développement et massifier les projets solaires thermiques collectifs sur le territoire auprès des acteurs économiques, que ce soit les collectivités, les associations et les entreprises. Donc déjà à travers le Fonds Chaleur, on en a parlé tout à l'heure et j'y reviendrai, hein, le Fonds Chaleur qui existe depuis maintenant de 2008 et qui, comme l'a présenté la DGEC, a été augmenté pour monter à 520 millions d'euros avec des évolutions sur la mi-année, sur lesquelles je reviendrai aussi. L'ADEME qui met en place de nombreuses actions sur la communication avec ses partenaires tels qu'Enerplan, sur le développement de vidéos retour d'expérience sur des opérations exemplaires ou alors des fiches retour d'expérience aussi qui permettent de donner confiance aux porteurs de projets, en tout cas de leur apporter des exemples qui fonctionnent sur la durée, notamment après 1 ou 2 années de fonctionnement. Ensuite, le soutien aux démarches de qualité, de qualification et des activités de recherche et développement et d'innovation. Donc, pour ce qui est de la qualité, l'accompagnement au développement des acteurs RGE ou de qualification, et également le financement des opérations de recherche et de développement et d'innovation avec les investissements d'avenir, qui se poursuit aujourd'hui sur France 2030 notamment. Et enfin, le financement des organismes de formation pour toujours et encore apporter plus de virtuosité à la filière avec le financement notamment d'Ines. Très rapidement, donc sur le Fonds Chaleur, on accompagne toujours sur les aides à la décision à travers le financement d'études de faisabilité entre 50 et 80% d'aides. Au niveau régional, à 50% de financement avec la région. Les aides à l'investissement qui sont ouvertes depuis 2021 au système toujours de production d'eau chaude sanitaire, mais aussi au PAC solaire et système solaire combiné pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc qui vont de 45 à 70%, toujours sur du forfait, donc en fonction de la production solaire en mégawattheure annuel, et également le financement de grandes installations solaires thermiques qu'on voit se multiplier et qu'on espère voir se multiplier encore plus prochainement, et dont la seconde session de 2022 sera sur le second semestre. Là, on vient de recevoir les projets pour la première session qui s'est clôturée hier. Et donc, on a à peu près une vingtaine de projets qui ont été déposés. Les évolutions du Fonds Chaleur, comme l'a présenté la DGEC, c'est déjà la suppression du coefficient d'énergie primaire. Donc voilà, on va encore une fois on essaye d'avoir une simplification sur nos dispositifs et une augmentation d'à peu près 25% des forfaits, notamment pour pouvoir pallier à la hausse des coûts des matières premières. On a mis en place de nombreux appels à projets pour France 2030, dont un qui peut correspondre à la mise en place d'actions de production du solaire thermique par l'AAP aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables et qui permet de pouvoir développer des capacités industrielles, des lignes de production, des nouveaux sites de fabrication sur le territoire et qui sont accessibles donc pour tout type d'entreprise, des PME aux grands groupes. On a une prochaine clôture qui est à la fin de ce mois-ci, mais on attend une relance de cet appel à projet sur le second semestre 2022. Et je serai votre porte d'entrée à l'échelle occitane pour cet appel à projet. Donc très rapidement, la région, vous avez déjà présenté ce slide, mais on va essayer d'introduire plus en détail l'accompagnement qui peut être fait à travers les missions chaleur renouvelable financées par l'ADEME et par les régions. Donc il faut savoir que ça ne se limite pas à l'Occitanie. Dans toute la France, l'ADEME a mis en place des missions chaleur renouvelable à l'échelle départementale. Et donc sur notre région, on a à peu près 27 personnes qui sont présentes pour déjà prospecter, trouver du projet, accompagner les porteurs de projets, réaliser des analyses d'opportunités qui vont être présentées par Frédéric,
et surtout vous accompagner d'un point de vue administratif pour le dépôt des dossiers. Donc j'ai pu entendre que certains porteurs de projets rencontraient des difficultés et étaient freinés par la difficulté de montage de dossiers. Mais voilà, ça a été entendu depuis déjà de plusieurs années. Des efforts sur la simplification sont faits, mais également sur l'accompagnement au montage de dossiers. Et le témoin est passé à Frédéric Cherrier, du CIADEN. Bonjour à tous. Bon, en fait, Adrien a déjà tout dit, pratiquement. Donc, Frédéric Cherrier, je suis animateur mission chaleur renouvelable au sein du CIADEN, donc un syndicat d'énergie. Je fais partie du grand réseau des missions chaleur renouvelable d'Occitanie. Et à ce titre, on fait beaucoup de prospection et d'accompagnement pour les porteurs de projets, donc justement sur les projets de chaleur renouvelable et notamment le solaire thermique qu'on essaye de développer depuis quelques années. Donc notre rôle principal, c'est la zapette est là, regardez, je ne sais pas si vous pouvez faire avancer. La synthétisation, enfin l'analyse des projets. Hop, on va avancer. Donc, on intervient, nous, dans le cadre de notre prospection. On a monté un partenariat avec le conseil départemental vers tous les établissements socio-médicaux, on va dire, sur lesquels on a des gros besoins d'eau chaude sanitaire. Le dernier projet, donc, qui n'est pas vieux, qui date de début juin, où on a rendu donc, une note d'analyse, une note d'opportunité pour une maison de retraite. Donc cette analyse, en fait, le technicien s'est déplacé sur place, il a fait un état des lieux qui a permis d'analyser un petit peu les besoins thermiques de l'ensemble des bâtiments, la production d'eau chaude, et on a fait un calcul de potentiel et une possible implantation des capteurs. Lors de la restitution, on essaye d'être le plus synthétique possible. On s'adresse souvent à des élus et à des non-techniciens. Donc on essaye d'avoir un discours qui est le plus vulgarisé possible pour que vraiment les gens prennent conscience. Ce n'est pas de leur dire vous allez économiser des mégawattheures. La plupart, ça ne leur parle pas trop. On fait des systèmes de graphiques et puis on fait des tableaux vraiment avec des focus sur le prix, sur le retour d'investissement. Un élu, quand vous lui parlez de retour d'investissement et de reste à financer, ça lui parle de suite. Dans nos rapports, on a des petits schémas là avec des petites feuilles énergétiquement positives. C'est des choses qui parlent. On essaye d'être le plus synthétique et le plus compréhensible possible. Et juste une question quand même. Une fois que la note d'opportunité a été produite et que le directeur de l'EHPAD ou l'élu prend la décision, comment ça se passe après vous qu'est-ce qui se met en marche? C'est des bureaux d'études qui sont contactés pour... Alors ensuite, à notre première mission, qui est de prospecter et de lui démontrer la nature du... Enfin, j'ai perdu le mot. La pertinence du projet. En fait, on va l'accompagner déjà, dans le montage du dossier de demande de financement. On ne le laisse pas tout seul à la nature parce que sinon il ne va jamais y arriver. Donc nous, on a des entrées à l'ADEME, à la région, à l'Europe, ce qui nous permet de pouvoir l'aider et de monter un dossier de qualité. Il ne va pas mettre 3 mois ou 6 mois à monter son dossier. Souvent, c'est un peu rébarbatif. Donc nous, on est là vraiment pour l'appuyer, pour l'aider, pour monter ce dossier. Suite à ça, on va aussi l'aider pour le dossier de maîtrise d'œuvre. Souvent on est sur des petites structures, des petites collectivités et c'est vrai que des fois en interne ils n'ont pas les compétences pour. Donc on est là pour les aider, les appuyer de nouveau à monter le dossier de consultation. D'accord. Ce type de note d'opportunité, vous en faites combien? Pas sur la chaleur solaire? Alors sur la chaleur solaire, on débute et c'est vrai qu'on est plus dans la phase de prospection. Le bois énergie, ça fait des années qu'on y est dedans et là on est vraiment rodé où on en fait un maximum. Sur le solaire thermique et la géothermie, c'est des missions qui commencent. On essaye de développer de plus en plus. Là sur le solaire thermique, c'est le deuxième qu'on fait et on espère en faire au moins une dizaine par an. Ce serait bien. Ouais, par mois même. Ouais. Par semaine, dirait Laetitia. Par jour, allons-y, soyons fous. Ok, merci beaucoup. Adrien, pour terminer. Donc,
pour donner un conseil aux porteurs de projets qui souhaitent déposer un dossier auprès de l'ADEME ou leur région, ou qui simplement souhaitent se renseigner sur le solaire thermique collectif ou de process en industrie. Je les invite déjà à contacter directement leur direction régionale de l'ADEME, quelle que soit la région, et ils seront réorientés directement vers la mission chaleur renouvelable de leur département, qui pourra les aider tout au long de leur projet. Ok. Il y a des interlocuteurs donc, qui sont prêts, qui sont à l'écoute. Parfait, merci. Une question ou deux? Une question, oui. Laura, ouais. Il y en aura une et peut-être une autre, mais c'est tout après. Donc, Merci. Je vais faire Wilmoren Guermic, chargé de mission chez Atlanson, Association birégionale de promotion du solaire. Donc nous, on fait exactement ce qui se fait sur la notion d'accompagnement, les opportunités. Si je pouvais donner un conseil, les actions ciblées aujourd'hui, ça matche bien. Quand j'entends actions ciblées, par exemple, l'accompagnement dédié sur tout ce qui est établissement de santé, accompagnement dédié sur tout ce qui va être établissement de tourisme, qui sont totale mutation, il y a des actions menées et je pense que là, je suis en appel du pied à l'ADEME, mais d'essayer de regarder à l'échelle nationale comment, en sectorisant les approches, on peut matcher beaucoup plus précisément avec toutes les problématiques qui gravitent autour de ces spécificités-là, spécificités du tourisme, spécificités sanitaires. Je termine, j'ai deux questions là qui sont par contre fléchées à ADEME. Est-ce qu'il est prévu de reconduire l'appel à projet Réhab? Alors, je réponds d'abord sur l'appel à projet réhabilitation. Malheureusement, j'ai omis d'en parler tout à l'heure, mais il est encore actuellement effectif sur 2022. Je ne sais pas ce qu'il en sera de 2023, mais en tout cas, voilà, vous pouvez déposer des dossiers encore jusqu'au 31 décembre 2022. Parce qu'on est d'accord, traiter le parc existant, c'est aussi redonner de la couleur au parc, et c'est redonner de la confiance à un porteur de projet qui a été peut-être frustré par le passé. Mais ne pas traiter ce parc-là, c'est aussi ne pas répondre en fait au parc existant. On est parfaitement d'accord, et du coup, ce sera l'objet d'une des interventions aux ateliers de cet après-midi. Vous verrez même une petite vidéo retour d'expérience qui a permis de remettre en place de façon durable des installations de très grande envergure, 140 mètres carrés sur du résidentiel par exemple. Pour répondre rapidement à votre première remarque sur la multiplication, la massification par secteur, il faut savoir que par exemple on œuvre pour le déploiement auprès des élevages bovins par exemple, sur lequel en Bretagne par exemple ils ont mis en place un chargé de mission spécifique. Ouais, le GU élevage. En fait, Atlanson, c'est Bretagne et Pays de la Loire, donc je suis tout à fait imbriqué avec ça. Et donc on œuvre sur ce secteur, par exemple, d'activité. Pour ce qui va être des collèges, par exemple aussi, on a mis en place des contrats patrimoniaux qui permettent justement de démultiplier sur un patrimoine en particulier des opérations de façon simplifiée. Et pour le secteur médico-social, là aussi, on essaie de travailler avec les partenaires les plus ciblés pour pouvoir massifier et toucher justement les décideurs en particulier. Je termine juste. On a parlé des packs solaires qui sont nouvellement arrivés au Fonds Chaleur. Aujourd'hui, le SCC, il traite tout le spectre de la distribution de chaleur. Le CS, grosse installation, depuis peu maintenant on le sait, on peut attaquer par exemple les piscines sur l'aspect ECS, bouclage, et potentiellement évacuer l'excédent sur le bassin. Question, pourquoi aujourd'hui la PAC n'est uniquement focus que sur le CS, alors que si on prend l'exemple par exemple d'un parc aquatique, d'une piscine ou autre, on aurait la capacité, tout en restant dans les clous en fait, du dispositif Fonds Chaleur, la capacité d'aller faire ECS, bouclage, mais aussi chauffage bassin, et d'avoir un taux d'ENR produit nettement plus grand. Merci pour la question. J'entends la pertinence de la multiplicité des usages de la PAC solaire. Il faut savoir qu'on va vraiment progressivement sur l'éligibilité des packs solaires au Fonds Chaleur. C'est pourquoi aujourd'hui on l'a ouvert uniquement aux usages d'eau chaude sanitaire et de bassins ultérieurement. Mais on finance aujourd'hui des démonstrateurs qui, on l'espère, produiront donc des données cohérentes, fiables et performantes qui nous permettront de l'intégrer dans le futur au Fonds Chaleur. Merci. Rien n'est exclu.
Alors, très rapidement, je vous prendrai tous les deux, mais très rapidement. Ça va être super rapide, je rebondis. La logique audit réhabilitation, je serais vraiment super content si on pouvait en faire un dispositif national qui ne dépende pas des régions, qui ne dépende pas de la motivation. Ça, je pense que ce serait une très très bonne idée parce que ce serait un signal déjà. Et ensuite, c'est vraiment d'essayer même de renforcer. Je me suis renseigné, une bonne grosse dizaine d'installations qui tournent suite à ça. Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont prêts à témoigner, qui sont prêts à montrer que ça s'est bien passé. Et je terminerai par un détail tout simple, hein, c'est qu'en fait, ce mécanisme inclut une logique de mise en service dynamique et plus ou moins de garantie de bon fonctionnement, parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et c'est aussi de communiquer là-dessus. C'est-à-dire que même sur des installations qui ont été réparées, en fait, il y a un engagement de bon fonctionnement par les acteurs qui ont contribué à le faire. Voilà, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt insister sur cet aspect-là. Vraiment, au niveau national, ce serait un très beau signal à envoyer. Merci beaucoup. Et bien sûr, on encourage la mise en place de CPE suite aux réhabilitations. Et vu que le dispositif est tout récent, hein, il a été mis en place en 2021, on n'a pas encore énormément de retours, mais on souhaite communiquer massivement sur les résultats qui ont été obtenus sur le dispositif. Dernière question ou remarque avant l'intervention de Richard Loyen pour conclure cette plénière. Allez-y. Oui, c'est pas une question, c'est Aurélien Marnas de l'ADEME. C'était pour répondre par rapport au pack solaire. Ouais. Et donc oui, il y a une limitation au niveau du fonds chaleur, mais elle n'est pas encore... Il y a une ouverture en fait dans l'appel à projet Grandes Installs, où là, il n'y a pas ces genres de limitations. Donc c'est juste une précision. D'accord, ouverture. Et alors, ouais, allez-y, oui, un petit mot, allez. Richard Loyen va m'en vouloir, mais... Pardon, je me dépêche, mais c'est par rapport à la présentation de M. Charrier. C'est évident que les établissements médico-sociaux sont des bonnes cibles, les résidences de tourisme aussi. Et pour éviter les contre-performances de je mets trop de panneaux et puis je ne gère pas, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est de préconiser la pose d'un compteur d'eau froide sur la production d'eau chaude et d'avoir des consommations réelles du site, parce qu'ils sont tous différents, ils utilisent l'eau chaude des fois différemment, et plutôt ça coûte pas cher de poser un compteur d'eau froide, ça vaut 100 ou 200 euros, et ça permet d'avoir des consommations réelles. Et nous, on a déjà fait ce type d'opération, et je fais jamais si j'ai pas la consommation. Merci pour ces conseils. Je vous remercie, messieurs. On peut vous applaudir encore une fois. Bravo. Et comme je l'annonçais, Richard Loyen, vous pouvez rester là, hein, comme vous voulez, vous pouvez rester là. Oui. Richard Loyen, délégué général.